L'invité de la matinale qui publie Transport physique chez Gallimard, alors que les scientifiques redoutent les effets des coupes budgétaires aux États-Unis sur les crédits de la science, que le mouvement Stand Up for Sciences fait des émules en Europe. Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences, est mon invité. Bonjour Étienne Klein. Bonjour à vous. Tout à l'heure, à Virginie Fulpin, je disais déjà vendredi. Et on avait le sentiment d'une accélération du temps qu'on ne connaissait pas quand nous étions adolescents. Est-ce qu'il y a une explication à ça ? Est-ce que le physicien, qui s'intéresse évidemment au temps qui passe et à notre rapport au temps, a une explication sur le fait qu'on trouve que le temps passe vite ? Les rythmes s'accélèrent, l'information est de plus en plus démultipliée, mais ça n'affecte pas le temps. Le temps n'a pas de vitesse, il n'a donc pas d'accélération, puisque je vous rappelle qu'une vitesse est une dérivée par rapport au temps. Et donc dire que le temps a une vitesse, ça voudrait dire qu'il change son rythme d'écoulement par rapport à son rythme d'écoulement. Donc ça va pas, c'est une sorte de tautologie. Et donc vous pouvez toujours dire que le temps avance de 24 heures toutes les 24 heures et vous serez bien avancé. Étienne Klein est l'invité de la matinale et le ton est donné. On va parler dans un instant de votre livre, Les transports physiques. Étienne Klein, avant cela, il y a aux États-Unis une inquiétude sur la science, la recherche, les budgets qui leur sont alloués. Partagez-vous cette inquiétude ? Oui, enfin ce qui se passe dépasse mes capacités de compréhension, donc je peux pas vraiment commenter tellement j'observe cette espèce de concaténation entre la liberté et la vérité. Comme si chacun était libre de décider ce qui est vrai. Et les résultats scientifiques, dès lors qu'ils dérangent, sont considérés comme des opinions que chacun peut apprécier avec sa propre subjectivité. Mais je pense que le réel qui est là, sommet de ce terre, va finir par donner de la voix. C'est la première fois que la réalité ou les conclusions scientifiques sont discutées, chahutées, et pas uniquement aux États-Unis, la tendance est mondiale. Ouais, à ce niveau, c'est sans doute la première fois, mais on a eu des expériences même en France pendant le Covid, où il y a eu en effet cette espèce d'arrogance qu'il y a à l'incompétence, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'effet de Dunning-Kruger. Précisez. C'est-à-dire pour se rendre compte qu'on est incompétent, il n'y a qu'une solution, c'est devenir compétent. Monsieur Trump, je le connais pas bien, mais je pense pas qu'il ait de grandes compétences en sciences, j'ai pas l'impression que ça l'intéresse beaucoup. Par contre, il a une espèce de jugement généralisé qui fait qu'il n'hésite jamais, il a la réponse à tout, ne dit jamais qu'il s'est trompé, et peut-être que dans un monde où le numérique nous met en face de thèses qui sont toutes contradictoires, on a besoin de se confier, ou de se fier plutôt à une personnalité qui ne doute pas. Vous citez Alexandre Coiré dans votre livre, qui a ces mots. On n'a jamais menti autant que de nos jours, on n'a jamais menti aussi massivement et aussi totalement qu'on le fait aujourd'hui. Tout le progrès technique est mis au service du mensonge, il écrit ça en 1943. Commentez. On pourrait. Donc le fait de mentir, c'est pas une grande originalité. Moi, ce qui me surprend, c'est que d'abord, le menteur, il sait qu'il ment. Sauf s'il est mythomane, mais un menteur connaît la vérité et il sait qu'il la bafoue quand il ment. Là, on a plutôt l'impression d'un bullshit, c'est-à-dire on dit à peu près n'importe quoi sans savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Le but étant de convaincre ceux qui seront convaincus par ce qu'on raconte. La citation en question lie le progrès technique au mensonge, comme s'il y avait concomitance entre progrès technique et scientifique et mensonge. Le progrès technique est mis au service du mensonge. Alors c'est compliqué cette question, mais à l'Académie des technologies, on vient de publier un rapport qui s'appelle IA générative et désinformation. Et en effet, il y a la question des algorithmes qui peuvent privilégier le faux, mais il y a aussi notre cerveau. Notre cerveau aime le faux. Il aime le faux parfois beaucoup plus que le vrai. Et on voit bien que les fausses informations sont davantage partagées sur Internet que les vraies informations. Et donc là, il y a une question qui est posée par le fait que l'IA ne sait pas distinguer le vrai du faux. Elle n'a pas de discernement. Et donc, si un humain ne lui dit pas ceci est vrai et ceci est faux, par ses propres moyens, elle n'est pas capable de le savoir. Étienne Klein, vous êtes physicien et philosophe, et c'est aussi la raison peut-être du double sens du titre de votre livre, au moins un double sens. Transport physique peut être lu dans deux acceptions, nos déplacements dans l'espace, et peut-être le temps, d'une part, et puis d'autre part, le plaisir de faire de la physique, des sciences physiques. J'ajoute un troisième sens qui serait plus érotique. Les transports physiques pourraient être liés au plaisir que nous avons à étudier les sciences ou à nous rencontrer les uns les autres. Comment vous est venue cette double approche ? Pourquoi les transports physiques ? Deux choses. La première, c'est que le mot physique est un mot
qui existe au masculin et au féminin. C'est rare. Il y a le physique et il y a la physique. D'où deux cultures différentes, la culture physique, le sport, et puis la culture en physique, qui est une autre chose. Ces deux cultures, d'ailleurs, sont assez séparées dans le système éducatif. Et donc, je me suis posé la question de savoir comment on pourrait les connecter. Puis, il y a autre chose, c'est que même quand on est en classe de seconde, au lycée, disons qu'on a des cours de physique, même les lois physiques les plus évidentes en apparence, les principes de la mécanique, de Newton par exemple, ils sont contradictoires avec les phénomènes tels que nous les observons. Par exemple, quand j'étais en classe de seconde, on m'a appris le principe d'inertie de Galilée. Un corps qui n'est soumis à aucune force, un mouvement rectiligne uniforme, va en ligne droite à vitesse constante. J'allais au lycée en vélo, et ce que je voyais bien, c'est que quand je cessais de pédaler, mon vélo s'immobilisait. Donc ce qui était contagieux, c'était l'immobilité. Et la professeure de physique nous dit non, quand il n'y a plus de force, le mouvement continue indéfiniment. Donc il y avait une contradiction entre ce que mon esprit devait apprendre pour avoir une bonne note et l'expérience du mouvement qu'avait mon corps. Et en fait, j'ai compris tardivement que tout cela vient du fait que nous vivons dans le monde. Le monde, c'est la Terre avec l'atmosphère. On n'est pas dans le vide. On a des vitesses de déplacement qui sont négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Et ce monde nous trompe. Nous trompe au sens où il nous cache les vraies lois universelles, parce que notre monde est un endroit dans l'univers extrêmement particulier. Peut-être même unique. En tout cas particulier. Et pour comprendre les vraies lois physiques, celles qui valent universellement, il a fallu que des esprits comme celui de Galilée ou d'autres trouvent des stratagèmes intellectuels pour aller se faire voir ailleurs. C'est-à-dire inventent des questions du type « qu'est-ce qui se passerait si on était dans le vide ?» par exemple. Et dans le vide, tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Ce qui n'est pas ce que nous voyons dans notre monde. C'est un peu comme quand les économistes disent en concurrence pure et parfaite, voilà ce qui se passerait. Les physiciens disent dans le vide, voilà ce qui se passe. Oui, alors sauf que la concurrence pure et parfaite, c'est une pure idéalité, alors que le vide, il existe par ailleurs dans l'univers. Pourquoi on est unique, Étienne Klein? C'est une il y a de très jolies pages. Enfin, c'est à la fois un livre de science, mais c'est à la fois très poétique parce que vous avez un très joli style. Mais il y a des moments quand vous décrivez le caractère unique de la planète, quand vous dites c'est notre archifoyer, ceux qui prétendent qu'on peut aller habiter ailleurs se trompent parce que quand on est ailleurs, on regarde toujours vers la Terre. Je dis pas qu'elle est unique, je dis qu'elle est spéciale. Elle est spéciale. C'est-à-dire, je pense qu'Homo Husserl, qui a écrit un très beau livre au début des années 30 qui s'intitule « La Terre ne se meut pas », évidemment que la Terre tourne autour du Soleil. Mais pour nous, elle représente ce qu'il appelle un archifoyer. Nous sommes géocentrés. Et sans doute que si nous quittions la Terre, ce qui est possible après tout, en quittant la Terre, nous cesserions sans doute d'être humains. Je pense que nous sommes terriens avant d'être humains. Oui, c'est ce que vous dites. Il y a deux sujets dans le livre qui ramènent à l'actualité. Le premier, c'est effectivement la possibilité de l'homme d'aller vivre ailleurs, ce qui nous renvoie évidemment au rêve d'Elon Musk d'habiter Mars. Et vous dites, on aura de toute façon le mal du pays et les lois physiques de la Terre nous manqueront pour exister, vivre, penser et être des hommes ailleurs. Oui, enfin, je pense qu'on peut-être aller sur Mars, mais le voyage va être éprouvant. Le séjour là-bas, pour les premiers, j'entends, quand ils arriveront sur Mars, il n'y aura personne pour les attendre. Ils auront été quand même pas mal traversés par du rayonnement cosmique. Ils vont vivre des éruptions solaires. Et quand ils reviendront, je pense qu'on aura du mal à les reconnaître. Il leur faudra quelques années de psychanalyse, peut-être. L'autre sujet, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Vous avez commencé par la considérer comme une simple gestion de données, intelligence au sens gestion de l'information. Anglais du terme. Voilà. Et en fait, vous avez changé de regard sur les prouesses de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que je constate que ce qu'elle fait est stupéfiant. Et quand vous discutez avec une machine, par exemple avec ChatGPT, vous avez l'impression de parler avec quelqu'un qui est intelligent, qui peut dire des bêtises, mais qui répond presque comme un humain. Donc l'IA n'est pas intelligente du tout. Par contre, elle mime l'intelligence d'une façon qui est spectaculaire. Et donc, elle interroge notre façon d'apprendre, de communiquer, de travailler. Et ça pose des questions qui me semblent redoutables. Je n'avais pas conscience, quand j'étais plus jeune, de la révolution que cela représente. Je pensais que c'était une simple cybernétique. Or, c'est un peu plus que ça. Est-ce que les scientifiques que vous fréquentez s'y sont mis? Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA, les ChatGPT, les Mistral, les Le Chat, etc., sont devenus des outils communs dans les laboratoires de recherche? Oui, au point que le prix Nobel de physique en 2024
a été remis à deux chercheurs qui ne sont pas physiciens. Ouais. L'un qui a inventé les réseaux de neurones artificiels, l'autre qui a mis au point l'apprentissage automatique, c'est-à-dire deux pionniers de l'intelligence artificielle. Donc au prétexte qu'elle est un outil pour les physiciens, le prix Nobel a été donné à ceux qui en ont été les concepteurs. Étienne Klein, j'ai reçu il y a 1 mois et demi Alain Aspect, le prix Nobel de physique, et je vous pose la même question, la question que je lui ai posée. Que va changer, qu'a déjà changé la physique quantique dans notre vie quotidienne? Tout. À peu près tout. Ah oui. Oui, elle est partout cachée, dans les téléphones, dans toutes sortes de systèmes, dans les lasers. En fait, les lois quantiques, c'est les lois du monde matériel à petite échelle, mais on peut les utiliser pour changer des choses à notre échelle macroscopique. Et surtout, elle a montré que notre perception de la réalité est réduite et biaisée par le fait que nos sens sont très limités. On voit peu de choses, en fait. On voit la lumière, mais pas toutes les longueurs d'onde. On voit pas l'infrarouge, pas l'ultraviolet, pas les rayons X. On ne voit pas les atomes, on ne voit pas les électrons, on ne voit pas les bosons de Higgs, on ne voit pas les quarks, mais on a été capable de prédire l'existence de ces choses et de finir par les détecter. Autrement dit, la physique armée de mathématiques est une espèce de tremplin cognitif qui nous mène à des réalités qui échappent complètement à nos sens. Et c'est ça que je trouve merveilleux, et c'est pour ça que je parle de transport physique au pluriel dans le livre, c'est que même si notre enveloppe charnelle est enfermée dans le monde, même si nos sens sont limités, même si notre esprit peut nous tromper par toutes sortes de biais cognitifs, on a été capable de s'en extraire en partie pour accéder à des réalités qui nous échappent. Et c'est ça qui, à mon avis, me permet une comparaison intéressante avec l'IA, c'est que la physique moderne, celle qui est née au XVIIe siècle, elle est née sans données quasiment. Quand Galilée dit « tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide », il le dit à une époque où on ne sait pas faire le vide. On pense même que le vide ne peut pas exister au motif que la nature en aurait horreur, ce qu'avait dit Aristote. Eh bien, donc il dit « tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide », chose qu'il n'a jamais vue. Et donc la première loi de la physique moderne, tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, quelle que soit leur masse, est une loi qui contredit l'observation. Uniquement, elle est absolument théorique au départ, avant d'être appliquée. Et elle est née sans données. Et donc l'idée que l'IA, à qui on donnerait beaucoup de données, qu'elle pourrait analyser avec ses algorithmes, pourrait faire mieux que la physique, est une idée, à mon avis, qui n'est pas près de se réaliser. Dernière question, Étienne Klein. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que les physiciens auraient pu s'approprier la formule de Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est peut-être ça, la grande découverte du XXe siècle, chez les physiciens? Sans doute. On explore l'invisible avec des outils qui agissent comme des espèces de treuils ontologiques. Les théories prédisent des choses qu'on n'a jamais vues, mais parce qu'elles sont prédites par les théories, on arrive à les détecter. Pensez aux trous noirs, aux ondes gravitationnelles, et on peut en tout cas comprendre même le comportement d'objets qu'on ne voit pas directement. Étienne Klein, c'est la radio, la pendule avance, le temps ne loge pas hors de l'horloge, en tout cas à la radio, je vous cite, là. Alors je recommande Transport physique, ça paraît chez Gallimard, et c'est à la fois instructif, scientifique et très très bien écrit, très poétique. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt, à suivre le rappel des titres, la revue de presse.